Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Et finalement, on vit de moins en moins la mort collectivement, on délègue nos morts au monde médico-social. La majorité des fins de vie, je crois que 65% des décès ont lieu à l'hôpital. Et finalement, on n'a plus l'habitude de se confronter à la mort. Vous avez du mal à retrouver le sommeil ? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque ? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Sarah. Bonjour Laetitia. Ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Je suis ravie également. Alors aujourd'hui, un sujet qui pour moi est encore un peu trop tabou, je trouve, en France, et que j'avais envie d'aborder dans ce podcast qui est dédié au bien-être. C'est le sujet de la mort, la perception de la mort. Et j'ai choisi de vous inviter aujourd'hui, Sarah, parce que vous, c'est un thème que vous abordez à travers une plateforme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous proposez actuellement autour du deuil, autour de ces perceptions de la mort qui peuvent être un peu tabou pour nous? Alors oui, effectivement, Happy End, c'est un site que j'ai créé en 2018. J'étais journaliste et je travaillais donc sur les sujets psycho, société. J'ai constaté à quel point c'était compliqué en fait de proposer des sujets sur la fin de vie, le deuil, la mort d'un enfant, parce que justement on me rétorquait, non, tu vas plomber le lectorat, c'est trop glauque, etc. Et j'avais du mal à comprendre en fait que ce sujet n'ait pas plus de place en fait dans nos vies et dans les médias, puisque c'était un moment qu'on allait tous vivre en commun. Et à mon sens, on manquait d'informations et de traitement autour de cette thématique. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer mon propre site dédié à ces thématiques. Donc sur Happy End, donc c'est un site d'information et d'orientation pour toute personne confrontée à la mort, qu'il souhaite la préparer et l'anticiper, puisqu'on lui permet justement à travers un parcours gratuit, digital, de rédiger ses volontés funéraires, donc cette dernière volonté, tout en étant informé sur l'éventail de choix possibles, qu'il s'agisse des directives anticipées, du don du corps à la science, du don d'organes, ou tout simplement du choix en matière d'obsèques. On a un parcours pour des personnes qui doivent organiser les obsèques d'un proche et qui ont besoin de ressources et d'informations pour pouvoir les organiser. Et également un parcours Je vis un deuil qui permet à toute personne touchée par la perte d'un proche de trouver les ressources, des articles, des témoignages, des contacts d'associations à côté de chez lui qui vont correspondre au type du deuil qu'il traverse, c'est-à-dire que ce soit le deuil d'un enfant, il n'aura pas les mêmes ressources si il a perdu un enfant, un bébé, que un conjoint, un parent, un patient ou encore un animal de compagnie. C'est un parcours qui est très complet et c'est vrai que c'est pas toujours évident dans une période où on peut se sentir perdu quand on est face à un deuil. Justement, de votre expérience, alors vous aviez commencé à en parler tout à l'heure, quelles sont les croyances finalement qui peuvent entourer trop souvent la mort ou les idées reçues qu'on peut avoir autour de la mort ou du deuil? Je dirais la première, c'est peut-être que il y a quand même une véritable angoisse à l'idée d'aborder le sujet. Par exemple, si on parle de préparer sa mort, on peut penser comme à une époque quand on proposait d'avoir sa carte de donneur d'organes. Aujourd'hui, on est tous donneurs par défaut, mais je veux dire, mais ça va me porter la poisse, comme si la mort était contagieuse. Il y a une forme de superstition en fait. Je préfère pas y penser, je préfère pas en parler, sinon il va m'arriver malheur. C'est la première chose autour de la mort. Et après sur le deuil, alors des idées reçues, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de ce que c'est que le deuil. Et c'est ce dont souffrent aussi beaucoup les personnes justement endeuillées. C'est comme si le deuil comme si déjà on faisait son deuil. Je comprends pas, tu as toujours pas fait ton deuil, ça fait 6 mois que ton mari est mort. Voilà, ça c'est des choses que des veuves entendent, notamment.
on ne fait pas son deuil. Il n'y a pas de durée déterminée du deuil. C'est un chemin. Je dirais que c'est plutôt le deuil qui nous fait, qui nous transforme en profondeur. Mais on ne se remet quelque part jamais d'un deuil tout en vivant avec. Mais je veux dire, ça nous transforme quand même profondément. Donc il y a ça, je dirais, comme idée reçue, de cette forme de durée. Enfin, au bout d'un an, on doit se relever, on doit aller mieux. Puis il y a aussi dans notre société une injonction sociétale forte à devoir se remettre de toutes les épreuves et parfois rapidement. Et ça, c'est quelque chose dont souffrent beaucoup les endeuillés. Il y a aussi une forme de hiérarchie du deuil. C'est plus grave. Perdre un parent âgé, c'est normal. De toute façon, il souffrait, donc quelque part, tu dois être soulagé. Ou alors le deuil d'un animal de compagnie, je comprends pas. Elle est pas bien. Son chien est mort. Enfin, c'est qu'un chien. Non, un chien, en fait, ça peut avoir une place énorme dans notre vie. C'est un compagnon de vie. Parfois, pour des personnes, c'est leur compagnon le plus important de leur vie. Donc, voilà, c'est sur tous ces sujets qu'on essaye de sensibiliser, d'éduquer parfois, puisque le deuil a peu de place dans notre société. Parfois, il est difficile aussi de le vivre en famille, en fait, parce que quand par exemple il y a une perte dans une famille, la perte d'un proche, il y a cette volonté parfois de vouloir se protéger mutuellement. Il y a mais je vais pas bien là en ce moment, il a l'air d'aller bien, donc je vais peut-être pas lui parler de la mort de maman et du fait que ça m'affecte énormément et que je me sens pas bien en ce moment. Donc il peut y avoir des silences pesants qui s'installent dans des familles et parfois c'est presque plus facile de parler à des inconnus qui vivent la même expérience que nous qu'à des proches. Et c'est aussi ce que vous proposez à travers des apéros, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, exactement. En fait, 6 mois après la création du site Happy End, happyen.life, j'ai eu envie, puisque la mission d'Happy End, c'était d'informer, de sensibiliser, mais aussi de libérer la parole sur ces sujets tabous. J'ai eu l'envie de justement qu'on se rencontre au café pour en parler et finalement de réunir les personnes que je rencontrais par écran interposé et qui se réjouissaient de voir un site arriver qui parle de la mort avec un regard peut-être plus lumineux qu'habituellement. Et donc un apéro de la mort, c'est effectivement des rencontres qu'on organise. Alors moi depuis 6 ans à Paris en binôme et aujourd'hui il y en a dans 48 villes de France. Et la proposition c'est de réunir des vivants, donc des mortels conscients de leur finitude, qui ont justement envie et besoin de parler librement, sans jugement, de tout ce qui touche à la mort. Donc ça peut être de la fin de vie, de la mort et du deuil. Donc pour vous donner des exemples, des personnes qui viennent aux apéros de la mort, ça va être des anxieux de la mort, des personnes qui sont très inquiets à l'idée d'avoir des proches qui vont mourir et peut-être se dire je vais pas m'en remettre, je sais pas comment je vais gérer. Donc ils peuvent être tentés de venir à des apéros de la mort. Des personnes qui ont perdu un proche, et c'est la majorité, qui ont juste besoin justement d'en parler et d'en parler sans avoir à s'excuser, sans avoir l'impression de déranger, parce que c'est quand même beaucoup ce qui nous est rapporté. Ils viennent aussi simplement les faire vivre leurs défunts le temps d'une conversation, de partager leur expérience, de se sentir moins seuls dans ce chemin du deuil qui est fait de plein de hauts, de bas, de moments de grand chagrin, mais aussi de moments de force, de réjouissance. Enfin voilà, donc ils viennent témoigner de ça. Il y a aussi des personnes qui sont des curieux de la mort, enfin des gens qui s'intéressent profondément au sujet et qui le trouvent passionnant finalement. Voilà en fait, donc c'est vraiment des rencontres gratuites qui sont donc co-animées par un binôme de bénévoles dont une personne du binôme est formée au deuil, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la majorité des participants ont perdu un proche, parfois de façon très récente, et il nous a semblé important justement d'offrir un cadre sécurisant et sécurisé aux personnes qui venaient et de pouvoir surtout leur apporter alors on n'est pas là pour délivrer de l'information d'experts, mais en tout cas d'avoir les bonnes réponses quand il y a des questions et de pouvoir orienter en conséquence. Voilà, je dirais qu'un apéro de la mort, ça peut être un premier pas, moins intimidant, même si pour certains, ils vont attendre peut-être 6 apéros avant de franchir le pas et de venir. Mais en tout cas, ça peut être le premier pas après pour aller vers une association d'accompagnement du deuil, vers un psychologue, d'aller vers des lectures qui vont nous aider, des podcasts. Donc voilà. En tout cas, c'est co-animé. Puis on a aussi des déclinaisons des apéros de la mort qui vont être plus spécifiques et qui vont s'adresser à des publics spécifiques. Donc je pense aux petites veuveries entre amis
qui sont dédiés aux femmes qui ont perdu un conjoint de façon précoce. Donc là, ça réunit beaucoup de femmes de 30 à 40 ans. Ça allait être ma question suivante, c'est justement est-ce qu'il y a des deuils qui sont un peu différents en fonction de la personne qu'on perd ou de la manière dont on les perd? Je dirais que tous les deuils sont différents, hein, et uniques quelque part dans le chemin qu'on va vivre. Mais nous, on a eu à cœur, en tout cas, de faire en sorte que les petites veuveries réunissent des veuves. Je dirais que elles vont avoir la même charge mentale doublée au chagrin qui est comment je gère mes enfants sans papa, tout en combinant mon boulot et en étant sûre que je vais pas avoir des problèmes matériels, financiers. Voilà, d'ailleurs, il y a des petites veuveries, c'est plus tard que les apéros de la mort, c'est à 21h quand les enfants sont couchés. Voilà, et elles ont un groupe WhatsApp justement aussi pour échanger sur leurs difficultés, leurs coups de mou. Parfois, certaines partent en week-end ensemble. Enfin, donc ça, c'est des petites veuveries entre amis. Et on a aussi voulu créer un groupe dédié aux jeunes orphelins, aux orphelins jeunes adultes, parce on s'est rendu compte que les orphelins, c'était un peu des ovnis, c'est-à-dire quand ils sont jeunes, ils se retrouvent donc du coup dans une situation très particulière. Donc un orphelin, c'est pas forcément d'avoir perdu ses deux parents, hein, c'est au moins un parent. Mais voilà, c'est des jeunes qui ont cette expérience particulière qui est pas forcément évidente à partager avec d'autres jeunes de son âge, avec des difficultés particulières. On a des orphelins qui parfois se retrouvent tuteurs de leurs petits frères ou petites sœurs, parfois justement à devoir subvenir aux besoins de la famille alors qu'ils sont encore en train de faire des études. Donc eux, ils ont un espace d'échange qui s'appelle les orphelinades et qui sont animés par une orpheline également. Et on a aussi le café compagnon qui est dédié au deuil d'un animal de compagnie, qui reste un deuil aujourd'hui encore, même si les langues se délient, qui reste un deuil non reconnu. Et puis parfois minimisé aussi, effectivement, par la personne. Exactement, minimisé et mal compris. Même si évidemment, enfin, je trouve que les choses évoluent, notamment suite à des livres comme celui de Monsieur Sapin Dufour, enfin voilà, qui ont pu montrer quelle place pouvait avoir un animal dans une vie. Tout à fait. Et d'autant plus aussi dans une société qui évolue, où finalement, enfin voilà, on peut avoir des enfants, on peut avoir parfois un chien et pas d'enfants. Donc voilà, il y a aussi des modèles de famille qui changent. Je trouve ça intéressant en tout cas d'offrir un espace gratuit comme ça, en tant que thérapeute aussi, hein, parce qu'effectivement, ça peut être le premier pas avant d'aller voir un thérapeute. Ça peut être un espace complémentaire aussi pour pouvoir voilà, régulièrement aussi aller parler et puis qui en plus est gratuit. Donc c'est vrai que c'est une superbe initiative. On a l'impression de l'extérieur, en tout cas pour l'instant, c'est quand il n'y a pas des plateformes comme ça, c'est finalement très décousu. On se retrouve un peu souvent face à la maladie, soit face à quelque chose de soudain et d'inattendu qu'on n'a pas le temps de comprendre, et puis avec une réponse qui n'est peut-être pas celle qu'on attend. Alors on peut avoir besoin d'un soutien thérapeutique de différentes manières, mais effectivement d'avoir des groupes de parole ou des endroits où on peut parler sans jugement, comme vous disiez, c'est quand même important aussi, parce qu'on n'a pas toujours les mots aussi quand on est dans l'entourage. Puis peut-être aussi au niveau des soignants, ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, je crois, de pouvoir proposer des formations, parce que c'est pas parce qu'on est soignant qu'on est formé à l'accompagnement au deuil. Notre volonté, c'est quand même que ce moment de vie, de vulnérabilité, que ce soit, comme vous le disiez, le fait d'accompagner un proche en fin de vie ou de l'avoir perdu, mérite d'être mieux accompagné. Et aujourd'hui, donc il y a un manque effectivement comme vous le disiez, on se retrouve très seul. Quel soutien je peux compter? À quelle porte je peux taper? Donc c'est ce qu'on a souhaité faire effectivement à travers le site, c'est d'orienter, mais aussi en fonction des spécificités du deuil que l'on vit, hein, puisque on ne vit pas les mêmes choses et on n'a pas besoin des mêmes soutiens. En tout cas, je veux dire, une association d'accompagnement du deuil d'un enfant n'apportera pas la même. Enfin voilà, on a besoin de se retrouver entre pairs et de partager la même expérience. Enfin, c'est ce qui peut être aussi extrêmement aidant. Donc de baliser davantage le chemin et surtout aussi de faire savoir qu'il existe un écosystème de soutien, parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment qui viennent aux apéros de la mort, qui savent pas tout ce qui existe pour eux. Je pense à des associations de soutien pour des veufs et des veuves, des associations, des groupes de parole pour des enfants qui ont perdu leurs parents. En fait, les endeuillés, ils sont dans leur chagrin, ils gèrent les obsèques, il y a beaucoup de stress. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un grand vide. Il faut retourner au travail assez rapidement et faire face, en fait, et tenir et montrer qu'on tient le coup vis-à-vis de son employeur, etc. Parfois, effectivement, il y a un grand sentiment de solitude et puis surtout de dire, mais il faut que je tienne, alors que en moi, c'est le néant. Il y a effectivement, voilà, vraiment, je pense, ce besoin de permettre aux endeuillés ou aux personnes, aux aidants, de faire
savoir voilà qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il existe beaucoup de choses finalement pour être accompagnés. Et puis effectivement, je pense que le changement viendra aussi d'une meilleure formation, voire d'une formation tout court, des personnes qui sont présents auprès des mourants, des proches et des endeuillés, une formation à la bonne posture, en tout cas une connaissance de ce que c'est que par exemple du processus qu'une personne a en fin de vie quand il s'approche de la mort, des réactions de la famille, des résistances, de la colère qui peut en émaner, de comment on peut instaurer le dialogue autour d'une mort à venir, de faire émerger des propos sur les volontés, enfin voilà, d'offrir un espace de parole autour de ça. Et pour vous dire, récemment, enfin cette semaine, je parlais à un cardiologue qui est parti sur les routes de France pour justement alerter et briser le silence sur l'impact de la mort sur les soignants, et qui me rappelait que dans les études de médecine avant 2021, il y avait zéro cours prévu sur la mort. Ah oui. Dans les 8 années de médecine, si je me trompe pas, que depuis 2021, il y a 2 heures consacrées au sujet de la mort. Mais c'est tellement pas assez en fait. Et c'est ce qui explique aussi, vous voyez, on est là pour soigner, on n'est pas là pour accompagner la fin de vie. Enfin, je veux dire, comment on peut aider des soignants, des médecins, des oncologues à regarder les choses autrement si on ne leur offre pas dès leurs études cette opportunité de se questionner sur la mort, sur leur propre vécu, leur expérience. Je veux dire, on ne devient pas médecin par hasard, mais il faut travailler là-dessus. Donc effectivement, nous aujourd'hui, Happy End, c'est un organisme de formation qui forme les soignants à l'accompagnement de la fin de vie, à l'écoute des personnes en fin de vie, à l'écoute des personnes en deuil aussi, et également des psychologues, des thérapeutes, parce que on nous rapporte aussi que il y a beaucoup de déceptions quand un endeuillé notamment va consulter un médecin généraliste ou un psychologue sur les réponses qui vont lui être faites en fait. Ouais. Il y a beaucoup de maladresse, il y a des antidépresseurs qui peuvent être donnés de façon un peu trop systématique par les médecins généralistes. Et il y a vraiment, je pense que en fait le processus de deuil mérite d'être connu, davantage connu sur les différentes étapes, sur l'impact physique que ça peut avoir, l'impact psychologique, l'impact matériel que peut avoir un deuil, pour justement pouvoir apporter une écoute plus adaptée. Oui, c'est vrai que ça manque beaucoup. Effectivement, si ça manque dans la formation, c'est un premier sujet. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a aussi un sujet culturel. Je sais pas si ça, vous l'appréhendez, parce que bon, là, de toute façon, on est en France et donc on fait partie d'un système. C'est vrai qu'en fonction des cultures, on n'a pas le même rapport à la mort non plus. Et puis, il y a aussi des traditions qui ont changé, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on veillait davantage aussi. Les modes de vie ont changé avec des modes de vie modernes, comme vous disiez, où on doit retourner rapidement au travail, qui facilitent pas non plus, j'imagine, le processus de deuil. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir eu de nombreux progrès médicaux qui ont éloigné le temps de la mort, mais ça nous a aussi éloigné de la mort intime, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant vu la mort dans les séries télé, dans les jeux vidéo de nos enfants, mais notre mort accompagnée des personnes en fin de vie, aller jusqu'au bout, les veiller dans l'intimité, dans les maisons, ça c'est des traditions qui se sont perdues. De la même façon, les cortèges funèbres on peu à peu, disparaissent peu à peu. Et finalement, on vit de moins en moins la mort collectivement. On délègue nos morts au monde médico-social. La majorité des fins de vie, je crois que 65% des décès ont lieu à l'hôpital. Et finalement, on n'a plus l'habitude de se confronter à la mort. C'est vrai. Et pour vous donner un exemple très concret, c'était avant que je m'investisse sur Happy End, mais moi, j'ai une grand-mère qui avait 97 ans. On était en vacances avec elle à Noirmoutier, dans notre maison de vacances, et elle était en pleine forme, mais pendant la nuit, en fait, elle a son cœur qui commençait à faiblir et son cœur a lâché. Le SAMU n'a pas pu la sauver. Et en réalité, vous voyez, elle est décédée donc dans notre maison. J'avais mes jeunes enfants qui étaient à la maison et en fait, on a fait venir les pompes funèbres dans l'heure qui ont emmené ma grand-mère dans un funérarium. Ouais. Et vous voyez, il y a vraiment, mais parce que on a eu peur, on s'est dit, mais on n'est pas en capacité de gérer un défunt dans une maison. Que vont penser les enfants? Est-ce que c'est bien qu'ils voient un mort? Alors que je veux dire, avec du recul, je me rends compte que c'est incroyable d'avoir fait ça. J'ai vraiment eu le sentiment de mettre ma grand-mère dehors, alors que, je veux dire, du coup, sa fille est arrivée le lendemain.
elle était au funérarium alors qu'on aurait pu la garder dans notre maison de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ouais. j'ai vécu cette situation, donc je sais. Enfin, je veux dire, je vois bien qu'en fait, on a peur de se confronter à un corps mort et on n'a plus du tout cette habitude-là. On voit des morts à la télé, on voit des morts dans les films, mais s'y confronter réellement, ça nous semble quasiment impossible et on préfère l'éloigner. Donc, je pense qu'effectivement, on a perdu quelque part le mode d'emploi de la mort, y compris de l'accompagnement du deuil, du vécu du deuil. Avant, on portait le deuil, donc on savait que cette personne, il fallait en prendre soin, qu'elle était fragile. Aujourd'hui, il n'y a plus tous ces codes. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant. Il y a des doulas de naissance. Oui. Et là, on voit apparaître, alors bon, on est aux prémices d'un changement, mais des métiers comme les doulas de fin de vie ou les référents d'accompagnement de la fin de vie que l'on forme, puisque j'ai l'impression qu'en fait, on a besoin d'être aidé pour se réapprivoiser la mort, le temps de la mort, et de mieux la vivre plus sereinement. Et je pense que des professionnels vont peut-être nous aider, des spécialistes, à se réapproprier ce temps qui me semble hyper important. Parce que quand j'entends des personnes qui ont pu vraiment prendre le temps d'accompagner leurs parents ou leurs enfants d'ailleurs dans les derniers jours de vie, derniers mois parfois, et d'avoir vraiment de vivre ces instants précieux, de pouvoir dialoguer, de pouvoir prendre soin, je me rends compte à quel point c'est des cadeaux qu'on se fait. On fait aux mourants, enfin à la personne en fin de vie, mais qu'on se fait aussi à soi-même et qui vont aider à vivre un chemin de deuil beaucoup plus apaisé. Donc, j'ai l'impression qu'on a vraiment à gagner en fait à réinviter la mort dans nos vies et à oser s'y confronter. Oui. Et c'est intéressant ce rapport au temps aussi, dans un monde qui va beaucoup trop vite, justement, de pouvoir prendre ce temps de vivre les choses, d'accepter les émotions aussi. C'est parce que la tristesse parfois c'est aussi pouvoir les évacuer, de pouvoir les évacuer par la parole avec des groupes de parole ou par des rituels aussi, parce qu'on a un peu laissé tomber les rituels. Et c'est vrai que ça aide aussi. C'est des moments de vie, des moments de mort. Enfin, c'est des moments qui font partie de notre vie et des étapes à passer aussi. Est-ce qu'il y aurait des conseils ou quelque chose, je ne sais pas comment, pour des personnes parfois, parce que c'est vrai qu'on peut être très maladroit quand on veut soutenir un proche qui est en deuil. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des choses très simples à avoir en tête qui peuvent aider dans ces moments-là? Alors, je dirais déjà peut-être d'éviter le comment ça va, parce que c'est assez violent en fait quand on vient de perdre un proche comment ça va, en fait ça va pas, enfin ça peut pas aller globalement. Donc et c'est dur de dire ça va pas. Ça va pas. Cette réponse-là, elle est compliquée. Donc peut-être comment tu te sens, ce qui ouvre davantage la porte au droit de dire pas très bien en fait, ou moyen aujourd'hui. Voilà, ça c'est des choses qui reviennent souvent en fait. C'est comment elle ose me demander comment ça va alors que ça ne peut pas aller en fait. Vous voyez, donc je dirais d'ouvrir cette porte-là. Je dirais d'être en capacité. En fait, c'est très compliqué de se retrouver face à une personne endeuillée. On est touché, on se projette. Je dirais que parfois il faut pas chercher à dire et à consoler. C'est simplement écouter. C'est simplement offrir la possibilité à la personne d'évoquer son défunt, d'évoquer des souvenirs, de pouvoir nous partager les derniers moments qu'il a vécu avec lui, de pouvoir aussi partager ses émotions du moment. En fait, je crois que c'est une question d'écoute, en fait, de montrer à l'autre qu'on est en capacité d'entendre, de pas avoir cette impatience et ce malaise de dire oh là là, je suis submergée par l'émotion, donc je vais couper court à cette conversation, c'est d'être en mesure d'accueillir. Et si on est ému, c'est pas grave, écoute, je suis désolée, je suis émue de ce que tu me dis, mais en fait, j'entends tellement de personnes qui me disent mais je me sens pas le droit, l'espace pour dire, pour partager. Et en fait, il faut vraiment se dire, et je pense notamment aussi aux parents d'enfants qui ont perdu leur enfant, c'est la double peine. On se projette tellement en se disant mais c'est l'horreur, mais comment survivre à ça? On tue souvent leurs enfants une deuxième fois en ne parlant plus d'eux. Au contraire, lui parler de son enfant, des souvenirs qu'on a eu avec lui, ou de l'évoquer, ou c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux parents en fait, je crois. Ouais. Et puis de toute façon, si jamais le parent le vivait mal, il est en capacité de le dire, mais je crois que vraiment
faut pas penser qu'on aide la personne en ne lui parlant plus de ce qui a le plus compte, enfin de la personne qui a le plus compté pour elle, enfin en tout cas de son proche. Donc je dirais ça. Et puis après, si on n'est pas à l'aise dans les mots, c'est des petites attentions. C'est noter la date du décès pour envoyer un petit texto, je pense à toi, 1 an après ou 6 mois après. Ou c'est c'est déposer une petite fleur sur le bureau d'un collègue en disant j'ai pas les mots mais je pense à toi. Enfin, vous voyez, en fait, c'est des petites choses, c'est des toutes petites choses qui font tellement de bien à celui qui ressent en silence. Ouais, qui se sentent écoutés ou qui sentent qu'il y a une présence qui soit là aussi. Ouais. Voilà, et qui sentent que sa douleur est, est, est accueillie et a une place, en fait. Ouais, qu'il a le droit, ouais, aussi de se sentir mal aussi, parce que c'est aussi ça, il y a aussi cette injonction des fois à tout ce que, au bonheur, à vouloir aller bien, à passer très vite à autre chose. Exact. Et voilà, le passer à autre chose hyper important, Laetitia, c'est beaucoup les femmes qui viennent aux apéros de la mort qui nous le relatent. C'est j'espère que tu vas refaire ta vie, ou t'es jeune, tu vas pouvoir retrouver quelqu'un, mais en fait, elles ont rien demandé. Je veux dire, elles attendent rien de tout ça. C'est très, c'est vécu vraiment de façon violente, ces phrases-là. Même si elles partent de pleine intention, en fait, on a peur qu'elles restent seules. Donc, vous voyez, c'est des petites paroles comme ça, des termes qui parfois font énormément de mal. C'est important. Oui, mais c'est intéressant justement de pouvoir partager ça et de pouvoir s'éduquer aussi à ça. C'est ça, mais c'est ce que je trouve très intéressant. Parfois, dans les apéros de la mort, des personnes viennent mais n'ont jamais perdu personne. Et je trouve que c'est une formidable, enfin, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que entendre des personnes justement qui vivent la perte d'un proche, parfois de plusieurs proches, dire ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait du mal, les maladresses qui sont faites par l'entourage, c'est extrêmement apprenant, en fait, et formateur. Et je pense que la mort devrait être davantage un sujet d'éducation. Vous voyez, on devrait pouvoir en parler à l'école davantage, dans les cours d'éducation civique, parce que on vivra tous un deuil, on perdra tous des proches. Et en fait, il y a quand même beaucoup de souffrance dans le vécu du deuil aujourd'hui. Merci. Alors, j'ai une tradition pour faire le lien avec mon activité de thérapeute où justement j'aide des personnes à dépasser des peurs et parfois effectivement des peurs de la mort, qui est de demander à mon invité s'il y a une peur en particulier que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui, une peur que vous avez su dépasser ou que vous aimeriez dépasser. Alors, moi, il y a 2 peurs. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en donner 2. J'ai très, très peur de conduire. J'ai très, très peur donc je ne conduis pas depuis des années, ce qui est comment dire, mais j'imagine que vous avez déjà eu ça comme témoignage. Ça me limite, en fait, ça me rend dépendante et j'aimerais beaucoup dépasser cette peur. Et en même temps, j'ai très, très peur justement de provoquer un accident, et je n'ai absolument pas confiance en moi au volant, alors que j'ai entière confiance à tous ceux qui vont me conduire. Donc voilà, ça serait pour moi, enfin, ce serait vraiment un cadeau à me faire que d'arriver à trouver la solution. Mais je pense qu'on est très, très, très nombreuses dans ce cas, surtout des femmes. Ouais. Et par curiosité, est-ce que vous avez déjà testé des thérapies en particulier? Est-ce que vous avez déjà enclenché des choses pour dépasser cette peur ou pour l'instant, c'est pas encore le cas? Non, je me suis pas occupée alors j'ai repris des cours de conduite, on m'a dit que je conduisais bien, etc. Mais non, malheureusement, j'ai pas enclenché l'hypnose, enfin voilà, j'ai pas fait le job. Voilà. Et après, alors c'est presque là, c'est une peur, mais enfin c'est une phobie. Mais je dis souvent, mais moi le pire qui pourrait m'arriver, c'est de m'enfermer dans une pièce avec un rat. C'est vraiment un truc, voilà, c'est horrible pour moi de croiser cette bête, voilà, dans les rues. Ça me met mal pendant des minutes, voilà, longtemps après. Enfin voilà, c'est donc voilà, ça c'est 2 choses dont j'aimerais me débarrasser. Je dirais que la conduite me pénalise plus, hein, en termes d'indépendance. Merci pour ce témoignage. Et alors, j'aime aussi demander s'il y a un autre sujet. Là, on a parlé de la mort tabou, donc secret de Polichinelle. S'il y a un autre secret de Polichinelle que vous aimeriez voir abordé dans un prochain épisode. Je trouve qu'il y a un sujet intéressant en ce moment, en tout cas moi que j'ai envie d'explorer, c'est qu'est-ce que la thérapie sous psychédélique peut apporter, peut dénouer comme comment dire, traumatisme ancien. Sujet intéressant, il y a pas mal de recherches en cours là-dessus. Et Ouais, on en parle de plus en plus. Je trouve que c'est une piste intéressante
mérite d'être exploré. Complètement, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé, donc j'en prends note. Merci pour l'idée. Je mettrai en description le lien vers la plateforme. Pour vous suivre, j'imagine que c'est le plus simple, c'est d'aller voir directement sur la plateforme Happy End ou de vous suivre sur Instagram, c'est ça? Oui, exactement. Donc sur happyend.life le site, et puis on est aussi sur Instagram. On a la page Happy End et on a aussi happyend.life et on a aussi la page des apéros de la mort, voilà, qui peut être suivie pour être tenu au courant des prochains événements. Je mettrai tout ça en description. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous auriez envie de transmettre à une personne qui est en train de traverser un deuil et qui peut se sentir isolée, justement? Eh bien, qu'ils se sentent autorisés à avoir de la peine, qu'ils se laissent le temps d'éprouver. Comme vous le disiez tout à l'heure, la tristesse, ça a du bon de pouvoir l'évacuer. De pas hésiter à faire part de ses besoins. Je sais que parfois, en fait, on est en colère contre ses proches, contre ses amis, parce qu'ils comprennent pas, et d'ailleurs, ça permet de faire, souvent, il y a du tri qui se fait à ce moment-là. Mais je me dis que, en tant qu'endeuillé, on a aussi un rôle à jouer, c'est d'éduquer les autres. Et en fait, si on leur dit pas ce dont on a besoin, ce qui nous a fait du mal, ils apprendront pas. Et que malheureusement, c'est un peu comme l'accouchement, c'est tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que ça fait, on ne peut pas comprendre. Et il y a une lettre que j'aime bien dans le livre de Christophe Fauré, Vivre le deuil au jour le jour, à la fin de son livre, il y a une lettre qui s'appelle Lettre à ceux qui ont envie de m'aider. Je trouve que ça peut être un outil intéressant pour un endeuillé que de l'envoyer parfois à ses proches si on n'a pas les mots, si on n'a pas envie de le dire soi-même, pour les sensibiliser en fait à notre chemin et à nos besoins. Merci Sarah pour ce partage. Et volontiers. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un commentaire ou à le partager avec tes proches. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir plus de conseils bien-être dans ta boîte mail. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et également dans la bio de mon compte Instagram Laetitia's Escapes. À bientôt pour un nouvel épisode.